Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Vous êtes les bienvenus en ce jeudi, 25 juillet 2019 pour ce que j'appelle un moment de réflexion métaphysique du soir, après cette immense journée de canicule française où nous avions en Normandie une température à près de 43 degrés. Maintenant que le temps s'apaise un tant soit peu et permet la pleine expression à la tombée de la nuit de la réflexion, j'ai voulu partager avec vous en direct sur mes chaînes Facebook et YouTube un moment de profonde méditation sur une question qui peut vous paraître normalement bizarre, une question qui peut vous paraître étrange, une question qui peut même vous paraître par certains points complètement absurde. Alors, si vous me dites que vous n'avez pas de son, je suis inquiet. J'espère que vous avez tout à fait du son. Confirmez-moi bien que vous me recevez, que vous avez le son. Vous êtes à présent 300 personnes sur la page Facebook. Vous êtes déjà une trentaine sur la page YouTube. Je vous laisse encore le temps de vous installer pour ce moment de partage des pains spirituels de la liberté. La question que je pose ce soir s'adresse au peuple camerounais sur le territoire national comme dans la diaspora. Ces questions s'adressent aux Africains en général, aux amis du Cameroun, aux amis de l'Afrique, et à tous ceux qui sont attentifs à ce qui se passe actuellement dans mon pays natal. Je vous salue à Maroua et dans toute la région de l'extrême nord, à Garoua et dans toute la région du nord, à Ngaoundéré et dans toute la région de l'Adamawa, à Bamenda in all the Northwest Province, à Buea in all the Southwest Province region. Je vous salue, Jean de Douala, et de toute la province du littoral ouverte au grand souffle de l'Atlantique. Je vous salue à Yaoundé, gens de la région du centre. Je vous salue à Bertois, gens de la région de l'Est. Je vous salue à Ebolova, Camerounaises et Camerounais de la province du Sud, de la région du Sud, comme on l'a appelé dans les dernières appellations administratives. Je vous salue, Camerounais de la diaspora africaine, de la diaspora européenne, de la diaspora américaine, canadienne, asiatique. Et je vous convie tous à partager avec moi la réflexion que m'inspire la question que je vous expose, et la question que je vous pose, et la question que je me pose. Bien sûr, vous connaissez la méthode de nos directs, vous savez qu'ils sont désormais sous votre protection. Vous savez que ce sont vos émoticônes et vos partages qui donneront toute son amplitude à ce moment de réflexion partagée. J'énonce dès à présent le plan de mon intervention ce soir. D'abord, je commencerai par dire ce qui m'a amené à me poser cette question, à vous poser cette question, à vous exposer cette question. Ce sera le contexte
de la question. Et je crois que le contexte de la question vous aidera à en comprendre la pertinence. Dans un second moment, je répondrai négativement à la question posée. Dans ce second moment, j'essaierai de montrer que manifestement, Paul Biya, le dictateur du Cameroun, ne peut pas mourir. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de cet exposé, de cette méditation à haute voix, je vous dirai pourquoi je pense que Paul Biya peut mourir si les Camerounaises et les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, dans leur écrasante majorité, procèdent à un certain nombre d'opérations que je vais décrire. Opérations qui sont les conditions de la véritable mort de Paul Biya. Je rappelle à nouveau le plan. D'abord, le contexte de la question. Ensuite, la réponse négative à la question. Et enfin, une réponse positive, mais conditionnelle à la question. Si vous avez intégré ou noté sur les calepins de la liberté ce plan, nous allons commencer nos travaux immédiatement. Je commence par le contexte de la question. Pourquoi je me pose cette question? Pourquoi je vous pose cette question? Pourquoi nous devons nous poser cette question? Je me pose cette question parce qu'avoir le comportement des Camerounais qui soutiennent Paul Barthélémy Biya à la tête du Cameroun, depuis notamment 1982, à son avènement par succession postcoloniale comme président de la République, jusqu'à aujourd'hui, 2019, soit pratiquement 37 ans jour pour jour, à regarder le comportement de ceux qui soutiennent Paul Barthélémy Biya, dont on sait qu'il est arrivé au pouvoir en 1982 par transmission d'un pouvoir coopté, qu'il a présidé au Cameroun de 1982 à 1992, sans avoir été confronté à une élection démocratique, c'est-à-dire une élection dans laquelle il avait affaire à une concurrence pour l'exercice de la fonction suprême de l'État. Quand on sait que de 1992, avec la première élection multipartite, jusqu'à aujourd'hui, 2019, toutes les élections présidentielles que Paul Biya a gagnées, selon la version officielle du pouvoir, ont toujours réellement été entachées d'indiscutables irrégularités qui font que ce furent à chaque fois, vous le savez très bien, et le général Semengue ne me démentira pas, qui, constatant la victoire de Ni John Frundi à l'élection de 1992, dit la chose suivante: si Paul Biya avait accepté de reconnaître sa défaite effective dans les urnes face au leader du SDF, alors nous, chef d'état-major d'alors de l'armée camerounaise, nous aurions fait un coup d'État pour prendre le pouvoir et le conserver dans le giron de la tradition néocoloniale instaurée par la France. Tous ceux qui assistent aujourd'hui aux conséquences de la mascarade électorale organisée le 7 octobre 2018 par Paul Barthélémy Biya Bimvondo, perdant de l'élection, aujourd'hui incapable de démontrer qu'il l'a gagnée, devant la Cour de l'Union africaine, condamné par l'Union européenne, condamné par la Chambre américaine des représentants, condamné par toutes les grandes organisations des droits de l'homme à travers le monde, condamné par l'écrasante majorité du peuple camerounais
dont le baromètre le plus évident est la diaspora, puisqu'elle a la possibilité de manifester son hostilité à Paul Biya sans tomber sous les balles de sa soldatesque criminelle, alors que notre peuple vivant sur le territoire national est braqué par une quadruple milice tribalo-criminelle, fasciste, logée dans la garde présidentielle, le bataillon d'intervention rapide, la sécurité militaire et les renseignements généraux, eh bien on voit très bien que depuis 1982 jusqu'à nos jours, Paul Barthélémy Biya Bimvondo n'a jamais donné la preuve objective que le peuple souverain du Cameroun l'a réellement choisi comme chef de l'État et président de la République, comme son prédécesseur Amadou Babatoura Ahidjo, installé à la tête de l'État du Cameroun après l'élimination du leadership indépendantiste, nationaliste, souverainiste, authentique du Cameroun, incarné alors dans l'union des populations du Cameroun, qui va mener de 1955 à 1971 une résistance coûtant au bas mot 1 demi-million de morts au peuple camerounais, avec à sa tête les grands leaders, président Ruben Oubniobé, président Félix Moumié, président Osendé Fana, président Ernest Wandier, et le grand secrétaire général, héritier du Manifeste pour la démocratie, Union des populations du Cameroun, le commandant Kisamba Ngo Wungli Massaga. Tous ceux qui connaissent cette histoire, consignée dans les livres authentiques du Cameroun, sur le territoire national comme dans les bibliothèques de sciences politiques et d'histoire politique de France, des États-Unis, des Nations Unies, tous ceux qui connaissent cette histoire savent que Paul Barthélémy Biya Bimvondo, 86 ans, aujourd'hui à la tête de l'État, n'a jamais authentiquement établi que le peuple camerounais, dans une élection équitable, transparente, indiscutable, lui avait confié ses rênes. Alors, quand j'observe le comportement des partisans de toutes ethnies de Paul Barthélémy Biya Bimvondo, j'ai le sentiment que pour eux, Paul Barthélémy Biya Bimvondo ne peut pas mourir. Il se comporte comme si cet homme avait acquis davantage que l'immortalité, qui est le propre des hommes qui ont accompli de grandes œuvres. Il se comporte comme si cet homme avait acquis l'éternité. Je vais donner quelques exemples. Jacques Famendongo, professeur de lettres de l'université camerounaise, ministre des gouvernements successifs de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo, a d'une seule formule indiqué la conception, la vision, la représentation que l'on a de Paul Biya dans la famille du soi-disant Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le grand parti reptilien et sardinard, comme nous l'avons su décrire ces derniers mois et années. Jacques Famendongo a dit la chose suivante, parlant de l'ensemble des partisans, des ministres, des collaborateurs de Paul Barthélémy Biya Bimvondo, je cite, « Nous sommes tous des créatures de Paul Biya. » Je recommence la citation. « Nous sommes tous des créatures de Paul Biya. » Dès lors que Jacques Famendongo considère que les êtres humains qui se sont affiliés à la logique politique criminelle, prédatrice, corrompue, violente de Paul Barthélémy Biya Bimvondo, depuis 1982 jusqu'à nos jours, que ces êtres humains ne sont pas des fruits de la nature ou, pour ceux qui ont la foi, des créatures de Dieu,
À partir du moment où Jacques Famendongo nous dit que tous ceux qui collaborent, travaillent, œuvrent aux côtés de Paul Barthélémy Biya sont ses créatures, il s'ensuit que pour le grand parti sardinat reptilien du Cameroun, nommé RDPC, Paul Biya est le créateur. Paul Biya est ainsi regardé comme le Dieu, pas seulement du Cameroun, mais Dieu au Cameroun. Par conséquent, on peut avec certitude percevoir que dans la représentation que les partisans de Paul Barthélémy Biya ont de lui, Paul Biya est l'éternel. Paul Biya n'est pas seulement le Dieu du pays, il est Dieu dans le pays. Ça, c'est la première chose qui m'amène à me poser cette question. Paul Biya peut-il mourir? Autrement dit, ceux qui se conçoivent comme les créatures de Paul Biya seraient-ils capables de survivre à leur créateur? Puisque quand vous êtes des créatures, votre vie dépend du créateur. Et si votre créateur, c'est Paul Biya, il s'ensuit que pour vous, la vie continue d'avoir un sens. La vie continue d'être possible si et seulement si Paul Biya est vivant. Ça, c'est la première chose que j'ai pu observer. Ça, c'est côté pouvoir. Du côté de l'opposition et de la population, j'ai été frappé par un phénomène. C'est de constater que dans une bonne partie de l'opposition camerounaise et dans une bonne partie de la population, il y avait l'idée que Paul Biya est une fatalité, un destin, que le peuple camerounais est condamné à subir, et que finalement c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Dieu ou la nature, ça dépend, selon qu'on est athée ou croyant, n'aurait pas aimé le peuple camerounais ou aurait décidé pour le peuple camerounais qu'il mériterait le plus longtemps possible, et peut-être même ad vitam aeternam, d'avoir à sa tête un dictateur, un système dictatorial, comme celui que Paul Barthélémy Biya Bimbondo a installé, a enquisté, a incrusté, a enraciné au cœur du peuple camerounais. Dans l'opposition, comme dans la population, il y a la fameuse formule du « on va faire comment ». Formule qui est la formule de l'acceptation, de la soumission, de la renonciation, de la génuflexion, de l'aplatissement, de la reptilisation nationale. Ça, c'est la deuxième observation que j'ai faite. Et qui m'a amené à me poser la question, Paul Biya peut-il vraiment mourir? Si pour ses partisans il est éternel, et si pour une bonne partie de l'opposition camerounaise et de la population camerounaise, Paul Biya est un destin et une fatalité, et qu'il faut gentiment attendre qu'éventuellement la nature ou Dieu Tout-Puissant le retire du théâtre pour que nous passions enfin à autre chose. Chers amis, je suis toujours dans le contexte de la question, pour que vous compreniez à partir de quoi la question a une valeur et une signification. Paul Biya, le despote du Cameroun, peut-il mourir? Il y a une troisième observation concernant le contexte qui m'a inspiré cette question. C'est l'attitude, notamment de la puissance française. La puissance, ancienne puissance coloniale et puissance postcoloniale française envers le régime de Paul Biya au Cameroun et envers Paul Biya lui-même. Quand Paul Biya est arrivé au pouvoir en 1982, le président de la République française s'appelait François Mitterrand. Il venait de remplacer le président Valéry Giscard d'Estaing à l'issue de l'élection présidentielle de 1963.
1981. En 82, j'avais 10 ans, puisque je suis né en 72. Le président François Mitterrand a remporté successivement 2 élections présidentielles. Celle de 1981 l'a conduit au pouvoir, à la tête du pouvoir jusqu'en 1988. Et en 1988, le président Mitterrand a rempilé pour un mandat de 7 ans, battant à l'élection présidentielle le principal candidat de l'opposition française d'alors, un certain Premier ministre d'alors qui se nommait Jacques Chirac et qui devait lui succéder à partir de 1995. En 1995, au moment où Mitterrand se retire du pouvoir et meurt quelque temps après, Paul Biya était toujours président du Cameroun. Mitterrand est remplacé par Jacques Chirac, qui est élu président de la République française en 1995. Jacques Chirac est élu pour 7 ans jusqu'en 2002. En 2002, Jacques Chirac va rempiler à la tête de la République française en battant un certain Jean-Marie Le Pen, devenant ainsi doublement président de la République française. Quand Chirac, qui bénéficiait alors à cette époque d'un mandat présidentiel de 5 ans, quand Chirac doit quitter le pouvoir en 2007, au terme de son second mandat, Paul Biya est encore président de la République du Cameroun. Et la puissance française ne se pose pas la question de savoir s'il est normal que Mitterrand passe, s'il est normal que Chirac passe. Voilà qu'arrive à la tête de la puissance française un certain Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy prend le pouvoir pendant 5 ans, jusqu'en 2012. Il se représente en 2012 face à François Hollande, il est battu. François Hollande prend le pouvoir en 2012 en France, à l'issue de l'élection présidentielle, signant le retour de la gauche, et il va gouverner de 2012 jusqu'en 2017. En 2017, Paul Biya est encore président de la République du Cameroun. Et la puissance tutélaire française qui a installé la dynastie Ahidjo Biya à la tête du Cameroun ne se gêne pas. Elle continue de considérer la situation comme normale. Nicolas Sarkozy perd le pouvoir en 2017. Qui c'est qui le remplace? François Hollande perd le pouvoir en 2017. Qui c'est qui le remplace? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron arrive au pouvoir à pratiquement 40 ans. Et depuis 2017, il est à la tête de la République française. Et lui, à son tour, s'accommode d'un homme politique qui est arrivé à la tête de la République du Cameroun en 1982, lorsque lui, Emmanuel Macron, né en 1977, avait 5 ans. Moi, j'avais 10 ans quand Biya arrivait au pouvoir. Emmanuel Macron avait 5 ans. 5. Emmanuel Macron, président de la République française, s'accommode pourtant d'un homme qui était au pouvoir depuis ses 5 ans à lui et qui, aujourd'hui, n'a qu'un seul grand rêve, un seul point à son ordre du jour, à savoir réaliser la prouesse que vient de réaliser par les voies démocratiques, par contre, le président tunisien Essebsi, qui est mort à plus de 90 ans, à 92 ans exactement, hier,
au pouvoir. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce qui explique que la puissance française se comporte envers Paul Biya comme si Paul Biya était éternel? Comme si, sur toute la terre du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, jamais n'a germé, depuis 1982, une seule tête camerounaise, femme ou homme, qui soit capable d'assurer la continuité de la tête de l'État du Cameroun. Autant, voire mieux que Paul Barthélémy Biya à Bienvenue. Je viens là de vous donner les éléments généraux du contexte qui rend pertinente la question suivante. Paul Biya, le despote, le dictateur, le satrape du Cameroun, peut-il vraiment mourir? Vous voyez que la question est une question lourde. Vous voyez que la question est une question sensée, c'est une question profonde, car elle interroge trois grands réflexes. Le réflexe des sardinats reptiliens du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le réflexe fataliste, le réflexe pessimiste, le réflexe largement passif d'une bonne partie de l'opposition camerounaise et du peuple camerounais. Et le réflexe indifférent, froid, complètement passif, tout aussi complice et connivant de la puissance coloniale française qui a organisé l'élimination, je vous l'ai rappelé, du leadership indépendantiste du Cameroun de 1955 à 1971 et qui aujourd'hui continue de cautionner à la tête du Cameroun un homme dont tous les rapports des renseignements généraux français, toutes les archives politiques françaises attestent bel et bien qu'il n'a jamais été régulièrement élu à la tête du Cameroun. Et dont la défaite le 7 octobre 2018 est une évidence indiscutable. Aussi indiscutable que l'image utilisée par l'artiste maltraité, martyrisé, Longuet Longuet, que je salue, malgré tous les malheurs par lesquels il est passé, tous les tourments par lesquels il est passé. Longuet Longuet, dans un acte de lucidité, a imaginé une scène toute simple. À l'entrée de toute ville ou de tout village, on pose une chaise, on fait asseoir Biya, on pose une autre chaise, on fait asseoir Maurice Kamto, et on demande aux Camerounais de se placer derrière et on compte. Longuet Longuet a imaginé un comptage visuel et physique. Et convaincu de connaître le peuple et de connaître l'état de désespérance de ce pays, Longuet Longuet a souligné qu'il ne voyait pas, par la métaphore des deux chaises et des fils de Camerounais placés derrière l'un et l'autre, des deux têtes du pouvoir et de l'opposition camerounais aujourd'hui, eh bien, il n'y a par aucun miracle possible une seule hypothèse que Paul Biya gagne. Alors vous voyez que la question a un sens. Paul Biya peut-il mourir? C'est-à-dire, par conséquent, qu'il faut bien comprendre cette question avant de passer au deuxième point de cette vidéoconférence. Si vous avez bien compris cette question, ma question ne consiste pas à me demander si Paul Biya va rendre l'âme. C'est absurde. Paul Biya est un être humain de chair, d'os et de sang, comme vous et moi. Et vous le savez très bien, comme le disait si bien Martin Heidegger, dès qu'un homme naît, dès qu'il naît, verbe naître, il est assez vieux pour mourir. Ou pour citer un chanteur populaire du Cameroun, petit pays, même les chefs d'État meurent. Donc vous devez déjà bien comprendre que cette question ne consiste pas à se demander si Paul Biya va rendre l'âme. Vous le voyez bien souffrir maintenant d'Alzheimer, de Parkinson. Vous le voyez bien souffrir de ces maladies de la vieillesse qui, d'une manière ou d'une autre, conduisent à la mort biologique. Vous devez donc d'ores et déjà vous débarrasser de la mauvaise interprétation de la question posée. La question qui est posée n'est pas celle de savoir si Paul Biya va mourir biologiquement. Parce que biologiquement, Paul Biya va mourir. Et même Paul Biya le sait.
et même tous les sardinards rassemblés, bourrés de bière, de vin, de whisky frélaté, de drogue, de pratiques sataniques. Le plus idiot des sardinards, c'est que Paul Biya est un ancien spermatozoïde et ovule et que c'est un futur cadavre, comme vous et comme moi. Donc, je ne vous ai pas réunis ce soir pour vous poser la question de savoir si Paul Biya finira raide mort, car cette question ne se pose pas. Paul Biya étant un être vivant et son corps étant condamné par la loi de l'espace et du temps à se dégrader et à périr. Donc il ne s'agit pas ici de vous demander si on enterrera Paul Biya, si Paul Biya mourra, si on le mettra dans un cercueil, si lui aussi, comme tout le monde, soit se fera incinérer, soit pourrira tranquillement dans la critique rongeuse des asticots de la terre. Je ne vous ai pas réunis pour cette question. Ce sont sans doute les plus idiots des sardinards qui continuent à penser que par un miracle extraordinaire, Paul Biya pourrait physiquement, biologiquement, être vivant dans 50 ans, dans 100 ans et continuer de manger du ndomba kabat, de boire du champagne et d'aller à Genève ou à Baden-Baden. Il faut vraiment avoir affaire à un sardinard bouché de tous les trous de la tête, c'est-à-dire des oreilles, des yeux, du nez et de la bouche, pour qu'une telle idée puisse germer dans son esprit. Non, tout le monde sait, et Paul Biya, en tout premier lieu, sait qu'il connaîtra la mort biologique, qui est la voie incontournable de tous les vivants dans l'espace et dans le temps. Du coup, il faut mieux comprendre la question. La question Paul Biya, le despote du Cameroun, peut-il mourir signifie: est-ce que ce que Paul Biya représente, sa manière de faire, sa manière d'être, disparaîtront avec sa mort physique? Ou est-ce que la manière d'être de Paul Biya, sa manière de faire, sa manière de se comporter envers le peuple camerounais, peut-elle disparaître pendant même que Paul Biya possède encore la vie physique? Je recommence, parce que là c'est un virage fondamental dans cette réflexion pour que nous passions à la deuxième partie. Je suis en train de problématiser la question, très philosophiquement. La question signifie ceci. Les œuvres funestes que Paul Biya a accomplies au Cameroun cesseront-elles avec sa mort physique? Autrement dit, est-ce qu'il ne jaillira pas au Cameroun d'autres Camerounais qui feront comme Paul Biya et même pire que lui? Voilà le sens de la question. Autrement dit, à l'intérieur du grand parti sardinard, n'est-on pas en effet en train de nous préparer un Biya bis et un Biya pire? Ça, c'est le premier sens de la question. Deuxièmement, le peuple et l'opposition camerounaise, la société civile camerounaise, serait-elle en train de se préparer dans l'hypothèse où Paul Biya disparaissait à mettre à la tête du Cameroun une nouvelle oligarchie qui se comporterait exactement comme Paul Biya et même pire que Paul Biya, c'est-à-dire serait une réincarnation opposée et inverse de Paul Biya? Vous comprenez? Il faut que vous compreniez cela. Et puis dans un troisième sens, à un troisième niveau, puisque je vous ai dit qu'il y a trois entités qui sont incapables de laisser mourir Paul Biya. Le parti sardinard reptilien, une partie de l'opposition et de la population camerounaise, et puis la puissance, l'ex-puissance coloniale, post-coloniale, aujourd'hui française. Ces trois entités, je vous l'ai montré dans la première partie de cet exposé, semblent être dans un dispositif mental selon lequel la vie du Cameroun, l'avenir du Cameroun, ne sont pas possibles sans Paul Biya. C'est-à-dire, finalement, sans quelqu'un qui serait comme Paul Biya. Puisque nous savons que le Paul Biya physique mourra, que le Paul Biya biologique mourra.
Tout ce monde-là se comporte comme s'il nous fallait encore forcément nous retrouver au Cameroun sous la férule d'un Biya bis, d'un Biya réincarné sous un autre nom. Un nom qui surgirait de la dynastie reptilienne sardinarde du soi-disant Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un nom qui surgirait d'un groupe d'opposants frelatés, inconsistants, incapables véritablement de changer le Cameroun et qui n'ambitionnerait que de faire la même chose que Paul Biya, de bisser Paul Biya, de mimer Paul Biya, de reproduire Paul Biya, de décalquer Paul Biya. Ou alors, un individu que nous préparerait en sous-main, sous couvert d'un coup d'État éventuel, la puissance coloniale, postcoloniale française, et qui serait là pour continuer à faire exactement ce que Amadou Babatoura Ahidjo et Paul Barthélemy Biya Abimvondo ont fait depuis 1960 à la tête de ce pays. Voyez-vous, telle est la question profonde qui est posée, et c'est cela la signification de la question « Paul Biya, le despote du Cameroun, peut-il mourir ?» Cette question signifie « L'esprit de Paul Biya peut-il disparaître du Cameroun ?» Car en réalité, la disparition physique de Paul Biya n'est plus un problème. Elle n'est pas un problème. C'est une question de temps très court. Mais sa disparition spirituelle, mentale, psychologique, sa disparition symbolique est un problème. Et je me suis connecté ce soir pour vous amener à vous placer dans cette dimension de réflexion et de méditation. Commençons donc la deuxième partie que j'ai annoncée. La deuxième partie que j'ai annoncée avait pour but de dire que si nous n'y prenons garde, Paul Biya ne mourra pas. Paul Biya, le dictateur du Cameroun, ne mourra pas si nous ne nous méfions pas, si nous ne prenons pas un certain nombre de précautions. Maintenant, je vais d'abord démontrer pourquoi Paul Biya pourrait ne pas mourir. C'est-à-dire que même si lui, Paul Biya, physiquement meurt de maladie, de vieillesse ou d'un accident, peu importe. Il a tellement méprisé la vie des autres qu'il m'importe très peu de savoir comment lui il va mourir. Sur le plan biologique, ce n'est pas mon affaire. Alors, la question est donc de savoir pourquoi nous pouvons penser qu'à l'allure où nous sommes en train d'aller, Paul Biya pourrait ne pas mourir. À l'allure où nous sommes en train d'aller, Paul Biya pourrait ne pas mourir parce que nous sommes en train de laisser au rassemblement soi-disant démocratique du peuple camerounais, le parti sardinard et reptilien, nous sommes en train de lui laisser le temps de se préparer. Vous avez vu tous les préparatifs que ce parti s'est donné. Quels sont ces préparatifs? D'abord, les membres de cette engeance, et notamment du clan tribalo-fasciste central et ethnique central qui détient le pays en otage, ont accumulé des fortunes incalculables au Cameroun et surtout hors du Cameroun. Une manne financière, une masse financière effrayante. Deuxièmement, nous sommes en train de leur laisser le temps et voilà pourquoi ils ont installé un véritable colonialisme reptilien et sardinard dans l'armée camerounaise qui est désormais braquée. L'armée camerounaise est braquée par la milice tribale constituée des 4 corps que je vous cite souvent. La garde présidentielle, le bataillon d'intervention rapide, la sécurité militaire et les renseignements généraux. Ces 4 corps sont le fer de lance de la stratégie de maintien de l'esprit Biya à la tête du Cameroun après la mort du corps de Paul Biya. Notre peuple doit prendre conscience du fait que tant que la garde présidentielle de Paul Biya, constituée comme on le sait, à pratiquement 100% de membres de son groupe ethnique, tant que la sécurité militaire de Paul Biya, constituée à pratiquement 100% de membres de son groupe ethnique, tant que le bataillon d'intervention rapide de Paul Biya, constitué à pratiquement 100% de membres de son groupe ethnique, tant que les renseignements généraux de Paul Biya, constitués à pratiquement 100% de membres de son groupe ethnique,
auront un pouvoir de coercition, de contrôle, d'intimidation, de terreur sur le peuple camerounais, cela veut dire qu'ils auront les moyens, après la mort physique de Paul Biya, d'imposer au peuple camerounais un Paul Biya bis. Voilà le premier cas où Paul Biya ne mourra pas. Est-ce que c'est clair? Si nous ne défaisons pas la milice tribalo-fasciste, incrustée par Paul Biya dans le système de sécurité et de défense du Cameroun, si nous ne la défaisons pas, si nous ne la déconstruisons pas, si nous ne la paralysons pas, si nous ne la submergeons pas, cette milice va nous imposer un Biya bis. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, analysons le comportement de l'opposition et de la société civile, et notamment de l'opposition collaborationniste, ventrocratique, reptilienne, opportuniste, funambulesque. Analysons son comportement et analysons le comportement de cette partie de notre société qui a baissé les bras et qui attend je ne sais quel messie, qui attend je ne sais quel miracle, alors que les plus grands miracles se produisent au plus profond de l'âme humaine. Au plus profond de chacun d'entre nous-mêmes se produisent les plus grands miracles. Tous ces gens-là qui attendent. Commençons par l'opposition. Une bonne partie de l'opposition camerounaise se comporte comme si la lutte contre Paul Biya est l'affaire du seul président Maurice Kamto et de tous les Camerounais rassemblés autour de lui. Ils veulent bien que Paul Biya s'en aille, mais ils ne veulent pas clairement, ouvertement, activement participer par des mots d'ordre, par des mobilisations, par des actions de terrain. Ils ne veulent pas participer à la déconstruction de la milice tribalo-fasciste, à la déconstruction du pouvoir infect et criminel de Biya. Oui, que font aujourd'hui au Cameroun le Social Democratic Front, dont le leader à la dernière présidentielle, mon frère Joshua aussi, Nambangi, est allé béatement, moutonnièrement, honteusement, rasant les bords du tapis rouge des Toudi, participer à la consécration abjecte de celui qui n'a jamais gagné une élection présidentielle au Cameroun. Que fait le Social Democratic Front, dont le leader historique, Ni John Frundi, avait pourtant été porté par les Camerounais par la voie des urnes à la tête du pays en 1992. Qu'est devenu ce parti? Quels sont les mots d'ordre de ce parti? Quelles sont les actions de terrain que ce parti prend? Quels sont les engagements que ce parti prend? Où est passé le leadership de ce parti? Où sont passés les députés, les sénateurs, les hommes politiques, les cadres, les maires de ce parti? On ne les entend plus. Tout se passe pour eux comme si il fallait attendre que le président Maurice Kamto et ses partisans, mobilisés à la tête de l'opposition camerounaise, se fassent écraser par Paul Barthélémy Biya, afin que eux, Social Democratic Front, UPC et autres formations comme le Parti Univers de M. Cabral Libi viennent en réalité poursuivre leur collaboration aplatie, leur collaboration reptilienne, leur collaboration rusée, hypocrite, envers un système dont ils savent qu'il va... Espère que la mort biologique de Paul Biya n'infligera pas à la société civile camerounaise un chef d'État qui sera un Biya bis, un fantôme de Biya, un clone de Biya, et peut-être même un despote encore plus monstrueux, plus inhumain que Paul Biya. Voici donc les forces qui contribuent à empêcher que Paul Biya meure. Car ces forces se prédisposent à composer avec une reproduction du dictateur national. J'en viens à la troisième entité qui ne veut pas que Paul Biya meure.
à savoir la puissance coloniale française, dont je sais qu'elle nous écoute et à laquelle je me suis souvent adressé lors de rencontres avec des officiels ces dernières années. La puissance coloniale française se comporte comme si les accords de coopération et de défense qui ont été signés à la fin des années 50, qui ont été re-signés dans les années 70, qui ont été retoilettés autour de 2007, comme si ces accords suffisaient à garantir à tout jamais à la France, au Cameroun, les intérêts régaliens qui sont les siens, et comme si il suffisait qu'à la tête de l'État du Cameroun, à la mort biologique de Paul Biya, soit installé quelqu'un qui va rester fidèle en tout point à ces accords pour que pour sa part, le problème soit résolu à travers, en réalité, une résurrection d'un Biya bis. En 1960, lorsque les premiers accords avec la France étaient signés, le Cameroun comptait 3 millions d'habitants. Nous sommes à l'approche de l'année 2020, le Cameroun est en train de monter vers 30 millions d'habitants. Comment peut-on imaginer que les conditions de coopération économique, les conditions de coopération militaire, les conditions de coopération culturelle, technique, qui ont été mises en place par les collaborationnistes camerounais qui ne voulaient pas de l'indépendance authentique du pays, comment peut-on imaginer que ces conditions-là puissent être maintenues alors même que les problèmes sociaux, les problèmes sanitaires, les problèmes économiques, les problèmes culturels, les problèmes politiques, les problèmes sécuritaires du Cameroun, eux, se sont multipliés par 10, voire par 15, en proportion. Il y a ici en France, dans toutes les familles politiques françaises, un blocage mental qui a une triple origine. Un blocage mental qui les empêche de se projeter dans l'imagination et l'invention d'une nouvelle forme de coopération avec le Cameroun et l'ensemble des grands pays d'Afrique francophone. Le blocage mental français, Jean-Achille Mbembe l'a très bien analysé dans ses ouvrages sur la post-colonie. Il l'a bien analysé dans son ouvrage « Sortir de la grande nuit », ce qu'il a appelé l'hiver impérial français. Le fait que la pensée française est demeurée une pensée impériale. Dans la mentalité française, ou si vous voulez franco-française, tout comme dans la mentalité des Français d'adoption qui se sont soumis à cette manière de penser, l'Afrique et le Cameroun en Afrique sont des réservoirs de matière naturelle. Ce sont des réservoirs de ressources humaines. Et ces matières naturelles, comme ces ressources humaines, ont vocation à être exploitées indéfiniment à vil prix. Ça, c'est ce qu'on a appelé l'économie de la plantation et l'économie de l'extraction. Dans la psychologie politique française, et cette psychologie politique s'est transmise de l'Empire napoléonien, prenons même depuis Louis XIV et la période du Code noir, jusqu'à la République macronienne, cette psychologie s'est transmise. Elle comporte une première couche, l'illusion de la supériorité raciale de l'homme blanc sur l'homme noir. La première couche de cette psychologie, c'est le racisme. L'illusion que les problèmes qui se posent en Afrique, les problèmes qui se posent donc au Cameroun, ne peuvent être résolus que par des solutions provisoires, ayant pour but de faire que le Cameroun soit un parfait pourvoyeur de ressources naturelles et de ressources humaines pour l'économie française. C'est une idée qui date de l'exploitation des ressources humaines africaines instaurée par la traite des Noirs. La deuxième couche qui compose la psychologie politique française et qui fait que les Français, tous bords politiques confondus à quelques exceptions près, s'accommodent volontiers d'un dictateur comme Paul Biya à la tête d'un pays africain, c'est la couche du colonialisme. Le colonialisme, c'est le racisme poursuivi par d'autres moyens, par la méthode de la colonie. Dans la traite des Noirs, on déportait les ressources humaines africaines
et on déportait les ressources naturelles africaines. Dans le colonialisme, qu'est-ce qu'on fait? On parque, on met dans les camps de concentration que sont les pays africains, les ressources humaines africaines, on fait tout pour que les Africains restent en Afrique, mais on déporte les ressources naturelles africaines. On les déporte pourquoi? Pour les transformer dans les grandes industries de l'Occident, revendre les produits finis 10 fois, 15 fois, 20 fois plus chers aux Africains, aux Camerounais. Et comme ils ne sont pas capables d'acheter 10 fois, 15 fois, 20 fois plus cher des produits qui sont pourtant des transformations de leur propre matière naturelle, matière première, on les endette pour qu'ils soient capables d'acheter. Autrement dit, comme l'ont montré Joseph Tchundjian-Pwemi et beaucoup d'autres grands économistes patriotes africains, on installe un système de servitude monétaire, de répression financière, permettant de maintenir dans la domination économique perpétuelle, laquelle domination économique perpétuelle maintient la domination raciale, la domination culturelle et tout simplement, en réalité, une relation constamment déséquilibrée entre l'Afrique et donc le Cameroun et l'ex-puissance coloniale, ici la France. C'est ça la deuxième couche. La troisième couche de la psychologie politique française, c'est ce qu'on a appelé le néocolonialisme ou le postcolonialisme. C'est-à-dire la promotion d'élites incapables de promouvoir le développement de leur peuple, la transformation de leurs matières premières, l'industrialisation des économies, la création d'emplois, la promotion de valeurs culturelles, l'économie du savoir, l'état de droit, la bonne gouvernance, toutes valeurs qui sont la condition pour pouvoir nourrir, soigner, loger, employer, protéger, respecter 30 millions d'individus dans un pays. On va donc entretenir un système par la dette, on va entretenir un système par les coups d'État instrumentaux, on va entretenir un système par la répression monétaire, le contrôle monétaire, on va entretenir un système qui jamais ne parvient véritablement à promouvoir des citoyens libres de l'ethnie, libres de la secte, libres de la génuflexion, bref, des citoyens qui ne soient pas reptiliens, des citoyens qui ne soient pas sardinards. Oui, chers amis, vous devez comprendre que dans la psychologie politique française, de droite comme de gauche, il y a trois couches. Le racisme, le colonialisme et le postcolonialisme ou néocolonialisme. Tout cela peut s'appeler impérialisme, l'esprit impérial. Imposer systématiquement au sud du monde des relations inégales, afin de garantir en permanence des profits énormes au nord et des profits minimes au sud. Analysant il y a quelque temps la relation économique camerouno-suisse, qui est emblématique de la relation économique franco-camerounaise, je constatais, en recoupant des chiffres pour l'année 2011, que le Cameroun avait vendu pour 700 000 $ à l'économie suisse et avait acheté de l'économie suisse 73 millions de $. Quand vous faites 700 000 moins 73 millions, vous avez, entre le Cameroun et la Suisse pour l'année 2011, une balance commerciale déficitaire, mais alors de manière démoniaque. Les Suisses pompent 72 millions 300 000 $ dans l'année 2011 au Cameroun, et le Cameroun n'obtient en échange que 700 000 $. Mais les 700 000 $ que le Cameroun obtient, c'est des matières premières qu'il a vendues aux Suisses, telles par exemple le cacao, le café, le sucre, et que les Suisses ont transformé et lui ont revendu sous forme de produits finis. Autrement dit, l'économie camerounaise, telle qu'elle est conçue par la France, par la Suisse, par les grandes puissances occidentales, a vocation à vendre moins cher ce qu'elle achète, ce qu'elle rachète trop cher. Voilà
les structures psychologiques à partir desquelles la France peut connaître des changements de président, mais pas des changements de politique africaine de la France. La France peut connaître des changements de président, mais s'accommoder du maintien à la tête du Cameroun d'un président taillon organisant le pillage sauvage et effréné des richesses du peuple camerounais au profit des bourgeoisies industrielles et politiques du Nord, et pillant lui-même, avec l'oligarchie qui est à la tête du pays, le Cameroun, le maximum de ces richesses qu'il stocke une fois de plus dans des banques et des paradis fiscaux du Nord, tels la Suisse. Est-ce que vous comprenez la profondeur? Vous comprenez donc pourquoi, dans la logique de la psychologie esclavagiste, coloniale, néocoloniale et postcoloniale, de la psychologie impériale française, Paul Biya ne doit pas mourir. Paul Biya ne peut pas mourir. Je viens de finir la démonstration de la deuxième partie de cette conférence. Je vous ai bien démontré pourquoi il y a des forces qui travaillent pour que Paul Biya ne meure pas. C'est-à-dire, même quand Paul Biya physiquement sera mort de vieillesse, de maladie ou d'accident, il y a des forces qui travaillent pour que un clone de Paul Biya, et même si possible un pire que Paul Biya, prenne la tête du Cameroun. C'est-à-dire des forces qui travaillent pour que Paul Biya ne meure pas, et pour lesquelles Paul Biya ne peut pas mourir. J'espère que la démonstration est claire pour chacun d'entre vous. Je viens de faire là, rapidement, la deuxième partie de cette vidéoconférence. Vous venez de comprendre pourquoi, dans cette logique-là, Paul Biya ne peut pas mourir. Mais nous allons passer à la troisième et dernière partie de notre méditation. Si Paul Biya, selon les sardinats reptiliens du RDPC, ne peut pas mourir, sans oublier tous ceux qui ont des illusions à propos de sa toute-puissance ethnique. Si Paul Biya ne peut pas mourir, selon une partie de l'opposition reptilienne sardinarisée, décérébrée, déshumanisée, zombifiée, et selon une partie de notre peuple, de notre population civile, tellement fatiguée, tellement ruinée, tellement usée, tellement épuisée, qu'elle a fini par considérer Paul Biya comme un destin, comme une fatalité. Et dire, comme on le dit souvent au Cameroun, on va faire comment? Si pour eux, Paul Biya ne peut pas mourir, sachez que c'est pareil pour les deux grands bords de la classe politique française de tous les temps, ce qu'on a appelé la droite ou la gauche, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le centre. Dans leur psychologie, un Biya doit en remplacer un autre. Celui qui viendra après Biya peut s'appeler Biya. D'ailleurs, ça les arrange souvent que le successeur soit le fils du dictateur. Donc, d'installer à la tête des républiques africaines, en réalité, des dynasties. Vous le voyez au Gabon, vous le voyez au Togo, c'est ce qu'ils aimeraient bien faire aussi au Cameroun. Car il y a bel et bien un certain Franck Biya en embuscade. Mais, s'ils ne peuvent pas nommément prendre un Biya de nom pour succéder à Paul Biya lui-même, ils vont prendre un Biya d'esprit. Car finalement, Paul Biya, ce qui fait du mal au peuple camerounais en Paul Biya, c'est Paul Biya l'esprit, c'est l'esprit Biya. C'est le Biya Mind. C'est-à-dire l'esprit sardinard, l'esprit reptilien, l'esprit collaborationniste, l'esprit antinational, l'esprit zombique, l'esprit démoniaque, qui est le fondement de l'État postcolonial camerounais. Voilà les forces qui travaillent pour que Paul Biya ne meure pas. Et pour lesquelles Paul Biya ne peut pas mourir. Car si Paul Biya devait mourir, c'est tout le système d'exploitation du Cameroun par le RDPC. Tout le système d'autodestruction du peuple camerounais par le fatalisme. C'est tout le système d'exploitation du Cameroun par les accords de coopération, de défense biaisés qui continuent d'être imposés au Cameroun. C'est tout ce système qui s'effondre. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous compreniez cela. Par conséquent, il nous faut maintenant très sérieusement aborder la troisième partie. Et dans la troisième partie, je voudrais dire que malgré
tout ce qui précède, Paul Biya peut mourir. Je vais dire maintenant pourquoi Paul Biya peut mourir. Et je vais démontrer surtout que pour que Paul Biya meure, chacune et chacun d'entre nous doit le tuer en lui-même d'abord. Je prendrai ici une métaphore que j'emprunte à la philosophie d'un Allemand qui s'appelle Friedrich Nietzsche. Alors, ceux qui ne connaissent pas beaucoup la philosophie de Nietzsche ont souvent une manière de simplifier sa philosophie à travers une phrase qu'il avait prononcée et qui est devenue pour beaucoup la devise de sa philosophie. Friedrich Nietzsche, qui a vécu au XIXe siècle, de 1844 à 1900, si je ne m'abuse. En tout cas, il a vécu 45 ans. Nietzsche dit la chose suivante. Dieu est mort, nous l'avons tué, que vive le surhomme. Je recommence. Dieu est mort, nous l'avons tué, que vive le surhomme. Cette phrase de Nietzsche, si vous ne l'entendez pas bien, si vous ne connaissez pas la philosophie de Nietzsche, ceux d'entre vous qui sont des croyants vont être tout d'un coup scandalisés en disant « Mais quel est cet homme qui peut se permettre de dire que Dieu est mort? Quel est cet homme qui tue Dieu? Pour qui se prend-il, ce Nietzsche? Un mortel qui dit que Dieu est mort. » En réalité, Nietzsche, au XIXe siècle, était en train de montrer que les fanatiques de toute religion avaient inventé une image de Dieu qui était en fait le déguisement des puissants.